Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici aussi nombreux. Ce soir, le meet-up est complet, donc ça fait vraiment super plaisir. Petit changement par rapport au meet-up précédent, puisque c'est déjà le 6e. Ce soir, pour la première fois, j'enregistre le meet-up, comme ça, il y aura un replay. Et donc, du coup, je vais vous demander vraiment de faire le plus grand silence possible pour éviter qu'il y ait trop de brouhaha. Et si vous avez des questions, pareil, levez bien la main parce que je vais répéter les questions pour qu'elles puissent être enregistrées et que les personnes qui regardent la vidéo ensuite comprennent de quoi on parle. L'idée là, c'est qu'on discute avec Nico là, pendant grosso modo 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, vers 20h30, comme d'habitude, il nous envoie la pitance. On se régale, on boit quelques bières, on discute, etc. Et puis pour les plus téméraires, on pourra continuer ensuite dans un bar. Alors je vais commencer par me présenter rapidement avant d'inviter Nico à en faire autant. Moi je m'appelle Cyril, j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise et investisseur et j'organise ces meet-ups ici tous les mois pour parler d'investissement. Alors beaucoup de DeFi parce que c'est un sujet qui me passionne, mais on a parlé aussi d'immobilier et puis l'idée vraiment c'est de parler de tout type d'investissement pour essayer un petit peu d'attiser la curiosité autour des formes d'investissement qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver chez son banquier ou chez son conseiller en gestion de patrimoine. Donc les meet-ups ont lieu tous les mois et vous pouvez les retrouver en allant soit sur mon site internet objectivecashflow.fr, soit en allant sur Meetup, sur le groupe Investisseurs Toulousains. Nico, je t'invite à te présenter du coup pour commencer, puis ensuite on ira un petit peu plus dans le détail du projet pour lequel tu travailles. Je suis Nicolas, j'ai 10 ans de plus que Cyril si vous faites les maths. Et je suis à Toulouse depuis 2007, un truc du genre, après avoir passé quelques années à Paris, à Marseille, à Boston où j'étais prof de sciences physiques. Je me suis converti en informatique et du coup ça fait des années et des années que je code puisque en fait j'ai quitté l'éducation nationale pour être développeur. Et du coup, j'ai vu Internet depuis, je ne vais pas dire c'est tout début, mais quand même pas loin en termes de JavaScript, au moins en termes de JavaScript. Et du coup, je suis vraiment beaucoup plus Internet man que DeFi man. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien plus forts en DeFi que moi dans la salle. Donc l'idée, c'est vraiment moi, j'ai vraiment rejoint Swap pour mon côté justement connaissance de tout l'écosystème d'Internet. Et on va discuter un petit peu aussi d'un point de vue purement effectivement DeFi, d'un point de vue blockchain, mais aussi un peu tous les outils qu'on peut trouver autour et qui fait qu'un protocole va pouvoir fonctionner et pas seulement juste du code Solidity qui peut se faire hacker ou pas. Ok. Donc du coup, chez Swap Finance, là, ton poste, c'est de… Alors, pour l'instant, mon poste, c'est tout ce qui n'est pas Solidity en fait. En gros, et ce qui n'est pas business, ce qui n'est pas marketing. Donc, globalement, si vous interagissez avec le protocole, vous allez utiliser le front-end et effectivement, je suis principal responsable de ça. Mais après, derrière, il y aura des outils comme The Graph, comme là, je suis en train de travailler avec Thunderly pour faire des tests automatisés. L'idée, c'est vraiment de voir un peu tout ce qu'il y a en termes de code autour de l'écosystème, de façon à ce que Christian, qui est le spécialiste Solidity, soit bien concentré sur ça. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des interactions, hein, mais en gros, c'est ça l'idée pour l'instant. On a une petite équipe et puis après, on va pouvoir s'agrandir si le succès vient. Ok, super. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Swap Finance? Ouais, super. Il y en a qui l'ont utilisé? Ok. Comment? Juste logué. Ok, super. Okay. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer là en un mot qu'est-ce que c'est que Swap Finance, grosso modo? Alors déjà, comme beaucoup de protocoles dans la DeFi, en fait, il y a Swap Labs et il y a Swap Finance, qui sont pour l'instant pas encore complètement définis. Donc le truc, c'est qu'il y a donc Swap Labs, ça va être la société de développeurs, et après il y a le protocole qu'on va appeler Swap Finance, globalement. Donc le protocole sur lequel on peut interagir et qui est quelque chose qui est déployé dans la blockchain avec une adresse de contrat bien définie. Donc le but de ça… Oups là, aïe. Ok, c'est pas grave. Une première victime, un premier crash. Faites attention à ne pas vous couper. Ouais. Voilà. Alors je reprends. Pour ceux qui nous regardent du coup en replay,
Dans les meet-up un peu de toulousains, bière il y a qui de la fait bière et il y a de la bière renversée. C'est pas grave. Ouais, donc Swap Labs, le but de Swap Labs, ça va être de pouvoir créer des outils à un ensemble d'investisseurs, donc des outils qui vont permettre de faire du market making abordable. Et Swap Finance, c'est un de ces outils, donc le protocole qui est aujourd'hui déployé en bêta. Et donc le but de cet outil, en particulier, c'est de pouvoir fournir un rendement, on va dire, modéré avec des risques modérés. Donc ça va être assez important plus tard, on va revenir quelle est la notion de risque, quelle est la notion de ROI espéré. Et en gros, l'idée de Swap Finance, du protocole, c'est d'avoir des retours raisonnables avec une prise de risque complètement raisonnable et on va même dire maîtrisée. Ok. Ça, c'est donc, voilà. Donc le but de Swap Labs, donc la société, elle, ça va être de développer tout un ensemble de protocoles ou d'outils qui vont permettre de pouvoir amener la DeFi de façon simple à pas mal de monde. Ok. Et du coup, bah là pour l'instant, l'outil qui est live depuis 13 jours, 14 jours, Ouais, à peu près. c'est Ouais. Swap Finance. Ouais. À quelle problématique il répond? Même si je vous ai déjà un petit peu teasé sur l'événement Meetup. Donc alors, le but premier, c'est d'avoir un ROI moyen avec des risques moyens. Et par rapport à ce qui existe, bah, le gros, on va dire la grosse user feature, c'est de réduire les impermanent loss à quasiment zéro, qui va nous revenir à expliquer ce que c'est que les impermanent loss et pourquoi ce qui existe ne correspond pas à quelque chose de correct, de valable. Ok. Après, il y a le deuxième point, c'est donc d'avoir des fees qui sont très faibles. Mhm. Mais voilà, donc nous, ce qu'on espère, c'est que la plupart du temps, en fait, les fees soient très très faibles comparés à d'autres protocoles. Ok. Et après, il y a un mécanisme qui va permettre de fonctionner un peu comme un ETF. Ok. Donc par exemple, si vous avez, vous pouvez très bien avoir un ETF, créer votre pool à partir de, je sais pas, 60% de Ethereum, 20% de Bitcoin et 20% de DAI. Et donc en fait, l'idée c'est que si Ethereum augmente, la valeur d'Ethereum dans votre ETF va augmenter aussi. Ok. Et donc de simuler un peu ce qu'on connaît assez bien en bourse pour ceux qui investissent en bourse. Ok. Voilà. Donc là, si on, juste pour clarifier les choses, tu me dis si je me trompe, mais grosso modo, Swap Finance, là, c'est en fait un DEX qui va permettre donc, de faire des échanges de crypto de manière décentralisée et qui va permettre aussi donc, aux gens qui apportent la liquidité comme dans un DEX classique de le faire, mais en étant moins exposés à l'impermanent loss. Et les gens qui vont utiliser le DEX pour échanger des crypto-monnaies vont avoir des frais de swap très faibles. C'est ça l'idée. Hein. Alors ce serait peut-être pas mal effectivement de revenir au tout début parce que je ne sais pas, peut-être que les notions de DEX, notamment aux personnes qui sont… Est-ce que tout le monde là sait à peu près ce que c'est qu'un DEX? Vous êtes familier de tout ça? Ouais, grosso modo. Mais ils sont super balèzes aussi. L'impermanent loss aussi, il y en a qui aimeraient qu'on clarifie un petit peu. Ouais. Peut-être market making aussi, ça peut être assez intéressant. Ouais. Donc notamment le mot DEX. En fait, le mot DEX, donc DEX c'est quoi? C'est un échange décentralisé qui va permettre à quelqu'un qui a un wallet style MetaMask de pouvoir échanger des Ethereum en DAI ou bien des Matic en Ethereum. Et donc de pouvoir échanger des monnaies, échanger des valeurs sur la blockchain. Contrairement à un SEX où là il va passer par Binance ou Huobi ou et d'en citer un troisième pour ne pas faire de pub, un troisième get.io, voilà. Donc un SEX, en fait vous devez passer par une société qui va gérer ces tokens, ces monnaies pour vous et du coup vous allez devoir passer un KYC. À la limite pourquoi pas, sauf que sur la planète vous avez, je crois, 30% des habitants sur la Terre qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas beaucoup plus déjà qui n'ont pas de banque. Donc en gros, il ne faut vraiment pas oublier que la DeFi, ce n'est pas forcément fait pour un Européen qui a une carte bancaire. L'idée quand même, les premières personnes qui vont en bénéficier, on pense que c'est notamment beaucoup de gens qui n'ont pas de banque et éventuellement qui n'ont même pas de papier. Donc voilà, grosso modo, la différence entre un DEX et un SEX, c'est qu'avec un SEX, il y a un intermédiaire en qui vous devez avoir confiance, à qui vous confiez finalement vos fonds, en qui vous faites confiance.
Avec un DEX, il n'y a pas cette idée de confiance puisque tout va être sécurisé par la blockchain et automatisé via des smart contracts, grosso modo. Maintenant, on a parlé d'une autre définition, c'est donc l'impermanent loss. Et le market making. Et le market making. Ouais. Alors, donc market making, alors là c'est là où je suis un petit peu, vous allez peut-être pouvoir me corriger ou peut-être confirmer ou approfondir ce que je dis. Parce qu'en fait, donc le market making c'est quoi? En fait, vous avez, par exemple, vous avez 10, supposons qu'on soit dans un marché d'actions, vous avez 10 actions Tesla et vous voulez les convertir en dollars. Ça veut dire que, non, pardon, vous avez des dollars et vous voulez acheter des actions Tesla. Vous allez dire, moi, je veux 10 actions Tesla. Il va falloir tomber sur quelqu'un qui a 10 actions Tesla et qui est d'accord pour vous les donner. Donc, si vous voulez 10,3 actions Tesla, alors, en supposant qu'on puisse les découper, vous allez devoir trouver quelqu'un qui a exactement 10,3 actions Tesla et qui est d'accord pour vous les donner. Et quand vous avez un énorme marché, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a 15 actions Tesla et qui va donner 10,3 actions de ça. De sa partie, mais il faut en plus que ça soit exactement au même prix que ce que vous avez. Et au même moment. Et en plus au même moment. Donc la probabilité, elle est possible quand on a un énorme marché, mais dès que le marché se restreint, on a ce qu'on appelle un problème de liquidité. C'est-à-dire que si vous voulez acheter 10 actions de ta société, Objectif Cash Flow. Objectif Cash Flow, voilà. Bien sûr, coté au Nasdaq. Au Nasdaq tout demain. Donc si vous voulez acheter 48 730 actions de Objectif Cash Flow à 313,50 €, il va falloir trouver quelqu'un qui a suffisamment d'actions et qui est d'accord pour mettre exactement ce prix-là. Et donc la probabilité est relativement faible. Donc c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les market makers. Donc les market makers, c'est des personnes qui ont réussi à trouver un métier en disant, écoute, 313,8, 312,7, c'est OK. Et en se disant, OK, je vais prendre 42 000 actions à 12,7. 312,7, en me disant peut-être que je vais pouvoir les revendre un peu plus tard, découpées en 3 à 320,4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne se dit pas les actions vont baisser, je vais acheter bas pour revendre cher. Il se dit je vais acheter un gros paquet, j'ai essayé de le trouver à pas trop cher en me disant je vais pouvoir le découper un petit peu et le vendre un petit peu plus cher après. Et donc c'est quelque chose qui est quand même, vous pouvez le sentir, assez risqué. Parce que si on savait quand est-ce qu'on peut acheter bas pour revendre plus haut, ça se saurait. Et donc cette notion en fait dans la DeFi, on a réussi à créer ce qu'on appelle un automated market maker. C'est-à-dire que vous, en tant que personne lambda, vous pouvez amener de la liquidité. Alors cette fois-ci, ça va être, vous allez dire, je vais amener des Ethereum et je vais ramener des DAI, par exemple. Et automatiquement, si quelqu'un veut des DAI, vous allez donner de vos Ethers. Non, si quelqu'un veut des Ethers, il va vous donner des DAI, vous allez lui donner des Ethers. Et donc ça, ce système va se faire automatiquement, quel que soit le montant et le prix auquel la personne veut entrer. Ouais, le premier étant, c'était Uniswap, je crois, historiquement. Ouais. On ne va pas rentrer dans tous les détails exactement du fonctionnement d'Uniswap, mais grosso modo, ça a permis de faciliter le market making et de le rendre accessible finalement un petit peu à monsieur tout le monde, moyennant un compromis, à savoir l'efficience du capital et puis le fameux risque d'impermanent loss. Voilà, donc il y a le risque d'impermanent loss, en sachant que cette solution elle a l'avantage d'être taillée pour Ethereum, avec des coûts de transaction qui sont très élevés. Et du coup, ça évite d'avoir ce qu'on appelle un carnet d'ordre, qui demanderait beaucoup plus de transactions. Et donc du coup, sur Ethereum, ça serait juste pas possible. Et donc effectivement, du coup, c'est quoi cette histoire d'impermanent loss? Il y a quelqu'un qui veut des DAI. Vous avez, en tant que market maker, vous avez des Ethereum et des DAI. Quelqu'un veut des DAI, ok, il vous donne de l'Ethereum et vous lui donnez des DAI. Quelqu'un d'autre veut des DAI, il vous donne de l'Ethereum et vous lui donnez des DAI. Quelqu'un d'autre veut des DAI, non, les gars, vous êtes gentils, mais ça commence à faire beaucoup. Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui, il ne veut pas d'Ethereum, Donc tout le monde vous donne des DAI et vous vous retrouvez. Non, tout le monde veut des DAI, vous vous retrouvez avec un gros paquet d'Ethereum et plus beaucoup de DAI. Et pourquoi? Parce que l'Ethereum, il ne vaut plus grand-chose. Il y a eu comme un petit crash. Et comment je sais qu'il y a eu un crash quand je suis dans la DeFi et que ma vision du programme connaît que DAI et Ethereum?
mais pas le prix de Ethereum en dollars, bah, c'est vrai que c'est une certaine complexité. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on a une formule à l'intérieur de notre AMM classique, que je vais appeler classique, on va dire l'ancienne version. Et le prix de l'Ethereum va dépendre en fait dans la pool de la quantité, enfin dans la pool dans votre stock, dans votre inventaire, de la quantité d'Ethereum par rapport au DAI. Plus vous avez des Ethereum et peu de DAI, l'Ethereum ne vaut pas grand-chose. Plus vous avez de DAI et peu d'Ethereum, ça veut dire que l'Ethereum est très demandé et du coup l'Ethereum vaut beaucoup. Donc l'impermanent loss, c'est quoi? Peut-être que vous l'avez senti, c'est que si quelqu'un veut du DAI parce que l'Ethereum ne vaut plus rien, c'est parce que le problème c'est que vous allez avoir beaucoup d'Ethereum qui ne vaut rien et vous allez vous délester de tout votre DAI qui vaut quelque chose. Donc l'impermanent loss, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez gagner des fees parce que des gens ont voulu échanger de l'argent. Des personnes ont voulu échanger des monnaies avec vous et vous dites ok, je te donne de l'Ethereum, mais je garde un petit bout quand même pour moi, ce qu'on va appeler des fees, donc des frais. Malheureusement, vous leur donnez toujours la monnaie qui est la plus demandée et du coup vous vous retrouvez avec des monnaies qui valent moins que ce que la personne veut. Donc l'impermanent loss, comment c'est défini? Ça veut dire que si vous aviez gardé par exemple un Ether et 1000 DAI, si l'Ether vaut 2000 et le DAI vaut 1, vous avez 3000. Si après plusieurs transactions, vous vous retrouvez avec 3 Ethers et 200 DAI, mais que l'Ether vaut plus que 1000, j'étais bon dans les calculs ou pas? Je sais pas, j'ai du mal à chaque suivre, fois, c'est pareil. Donc j'ai fait un tableau, etc. Mais forcément, j'ai pris pas les mêmes monnaies dans le tableau et à chaque fois. Il y a une petite doc qui circule et dont on pourra mettre le lien sous la vidéo pour aller voir. Il y a aussi une vidéo de Finematics qui est excellente que j'avais mis sur l'event. Non, grosso modo, si on résume ce que c'est que l'impermanent loss, c'est une perte, grosso modo, qui compare la valeur de ce qu'on aurait si on avait gardé les assets. Quand on veut apporter de la liquidité dans une pool sur un AMM, on est obligé d'apporter de la liquidité dans les deux assets de la pool. Tu as pris l'exemple de DAI et Ether. On doit apporter de la liquidité étant de la même valeur au moment où on rentre sur la pool. Et donc, au bout d'un moment, ces assets changent de valeur l'un par rapport à l'autre. Et si jamais on retire la liquidité à ce moment-là, on peut avoir une quantité différente de chacune de ces assets. Et donc, l'impermanent loss, c'est la différence de valeur entre ce que je vais récupérer là si je sors à cet instant T et ce que j'aurais eu si jamais j'avais gardé les quantités que j'avais mises au départ dans la pool. Et les quantités, elles varient. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un AMM classique, la valeur d'un token par rapport à l'autre dépend uniquement de la pool. Elle va pouvoir être arbitrée par contre en fonction du marché externe à cette pool et ça va faire varier les quantités du coup des assets qu'il y a dans la pool. Grosso modo, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est un peu ça. Dites-moi si je me trompe, mais non, c'est bon. Ouais, un peu ça. Et alors du coup, comment là va se... Donc si on résume, grosso modo, quand on veut faire du market making, c'est soit grosso modo, on a un carnet d'ordre, on est market maker professionnel, c'est assez compliqué, c'est un vrai métier. Ouais. Et là, on peut avoir grosso modo des bonnes performances. Soit on va en DeFi sur un AMM, là c'est très facile, c'est accessible à tout le monde, mais grosso modo, on se fait vite rect parce qu'il y a de l'IL, à moins d'être vraiment balèze. Ou bien de tomber sur les bonnes pools, ou bien d'avoir. Il y a des solutions. Ou alors d'avoir un gros programme d'incentive, et c'est un peu là où le bas blesse en DeFi, c'est qu'aujourd'hui, sans incentive, être apporteur de liquidité, c'est rarement rentable. Du coup, là, c'est là que vient votre solution dont la promesse finalement, c'est de pouvoir apporter de la liquidité de manière facile, sans être exposé au risque d'un permanent loss. Alors, quelle est la recette solution? Donc, il y a deux astuces en fait. Donc la première astuce, c'est de mettre un oracle à l'intérieur du protocole. Donc en gros, le principal problème qu'on peut voir, c'est qu'en fait, dans un automated market maker, vous avez du market making, mais sans connaître le prix de la valeur. Donc on a dit déjà qu'être market maker, c'est un vrai métier. Et quand on fait du market maker en étant automatique, sans connaissance et en plus sans connaître le prix,
il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, quoi. Effectivement, on peut y gagner, mais à coût de liquidity mining, c'est-à-dire de création de jetons à la volée, ou alors sur des stables, puisque sur des valeurs stables, bah, en fait, on ne peut pas avoir d'impermanent loss tant qu'on n'est pas avec de l'UST ou des choses du genre. Mais du coup, si vous regardez bien, si c'est stable, hein, c'est que vous connaissez le prix. Donc vous avez un prix de 1 $. Donc c'est comme si vous aviez un oracle en fait, parce que vous connaissez le prix de la chose. Du coup, ça facilite cette notion de market maker. Ok. Et la deuxième astuce, ça va être d'avoir des feeds qui vont être dynamiques selon l'inventaire. Donc en fait, on sait déjà que quand vous faites un gros trade, vous allez avoir du slippage. Alors vous savez déjà peut-être, je suppose. Donc le slippage, c'est quoi? On l'a aussi dans du trading d'actions classique. Donc on a dit, supposons par exemple que je veux acheter 10 000 actions de Objectif cash flow, bien sûr. Alors, j'allais dire Tesla, mais on va dire objectif cash flow, effectivement. Donc on veut 10 000 actions de objectif cash flow côté au Nasdaq. Et il y a quelqu'un qui en propose 5 000 pour 4 000 $ et quelqu'un qui en propose 5 000 pour 5 000 $. Vous allez acheter d'abord celle à 4 000, puis après celle à 5 000. Et du coup, vous avez un slippage vers le haut. Parce qu'au début, vous avez prévu 4 000 $, c'est le prix officiel, 4 000 $. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez décaler le prix officiel parce que vous créez cette demande forte. Et du coup, vous allez avoir un slippage qui va aller vers le haut. Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité finalement pour acheter autant que ce que tu veux acheter. Ouais, il n'y en a pas assez, en tout cas, ce prix qui est proposé. Et donc, du coup, donc ça, en fait, on l'a aussi donc, dans la DeFi. On a une courbe de prix. Et en fait, le prix va dépendre de combien vous voulez acheter par rapport à la liquidité qui est proposée. Donc ça, c'est dans les formules de calcul de tous les AMM. Si vous avez par exemple un prix officiellement qui est proposé à 2 000 $ pour de l'Ethereum, si vous achetez un peu d'Ethereum, vous allez avoir 2 000 $. Si vous achetez beaucoup d'Ethereum, selon la pool, selon la quantité de réserves qu'il y a dans cette pool, si vous en achetez beaucoup sur Uniswap, ça va vous coûter 2001 $. Si vous achetez beaucoup d'Ethereum sur un tout petit protocole, sur QuickSwap par exemple, ça va vous coûter 2005, 3000 $, si vous asséchez les réserves de ce protocole. Et donc du coup, en fait, l'idée de Swap, c'est plus vous allez vous écarter du prix de l'oracle, donc plus vous allez grimper dans le slippage, plus la fees va être élevée. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque part double peine, à un point que chez nous, ça ne va plus être intéressant en fait d'aller prendre des gros stocks, de faire des gros trades dans une direction, parce que le slippage va augmenter de plus en plus en fait. Donc il va avoir une formule qui va être beaucoup plus forte que sur Uniswap. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont voulu déposer de l'argent en quantité assez raisonnable sur le protocole, vous avez pu avoir été bloqué parce qu'en fait, on interdit en fait, de dépasser un certain montant. On verra ça un petit peu après, quoi. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous achetez trop, au bout d'un moment, en fait, on va refuser l'achat en disant « Oh là, tu es en train d'acheter beaucoup trop cher, va voir ailleurs, ce sera moins cher ailleurs. » Donc très probablement, dans un moment donné, sur notre application, on va dire « va voir ailleurs, mais chez nous ». Donc ça, c'est le gros intérêt de la composabilité dans la DeFi. Il y a plein de bonnes raisons d'aller dans la DeFi par rapport à autre chose. C'est que vous pouvez très bien aller sur Swap. Nous, dans notre pool, on n'a pas assez. C'est pas grave, on va utiliser Paraswap, on va utiliser OneInch, on va utiliser n'importe quel agrégateur ou même Uniswap directement. Et puis, on va aller vous donner l'argent que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, le but de SwapLab, c'est de proposer tout un ensemble d'outils. Et nous, on n'a rien contre les concurrents s'ils proposent des bonnes choses pour les utilisateurs, quoi. C'est vraiment le gros intérêt de la DeFi, on n'est pas coincé, quoi. Et voilà, donc du coup, deux choses pour éviter les impermanent loss. Donc déjà mettre un oracle de façon à avoir un prix. Donc l'oracle étant, du coup. Alors on utilise Chainlink, mais okay. Pareil, on n'est pas bloqué. Peut-être qu'un jour on aura mieux que Chainlink. Donc ça pose déjà une grosse contrainte. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel token. Et oui. Voilà. Donc pour l'instant, de toute façon, on est relativement d'accord pour utiliser que des tokens, on va dire, dans des tokens, on va dire standards, voilà. Legit, ouais. Donc qui ont un feed de Chainlink, donc un feed d'Oracle. C'est vrai que ça élimine quand même beaucoup de tokens, voire la plupart. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a un Oracle. Et ensuite, si on va trop loin de ce prix de l'Oracle, les fees vont augmenter dans un sens.
mais dans l'autre sens, les fees vont être extrêmement faibles. Donc l'astuce, elle est où? Elle est que quand on va utiliser des agrégateurs, on va avoir des fees extrêmement basses, dans le sens qui va nous remettre vers le prix de l'oracle. Et donc du coup, on espère, on pense, on suppose, on croise les doigts que ça va se passer comme ça et que du coup, en fait, les agrégateurs vont utiliser majoritairement Swap pour mettre les prix, on va dire, dans le bon ordre, de façon à ce que les pools soient équilibrés. Et donc du coup, les personnes qui ont mis des liquidités Ethereum et DAI, elles ne vont pas subir cette team permanent loss parce que quand ça va partir dans un sens, elles vont gagner beaucoup en fees, si ça part trop dans un sens, et après elles vont être rééquilibrées parce que les personnes qui veulent de l'Ethereum alors que l'Ethereum est quand même en train de chuter, vont avoir des frais très faibles chez nous. Plus le fait que le prix soit un peu décalé par rapport à l'oracle, ça veut dire qu'en plus le prix de base va être plus bas, et du coup ça devrait remettre les choses à équilibre. Ok. Ouais. Alors on a une question. Une petite question. Ouais. Ce mécanisme de rééquilibrage des prix basé sur un oracle est propre à Swap Finance ou est aussi aujourd'hui appliqué à Uniswap, etc. Alors là, je répète la question, Ouais. c'est est-ce que le mécanisme de rééquilibrage des prix qui est utilisé là par Swap est propre à Swap Finance ou est-ce que c'est déjà utilisé par exemple chez Uniswap ou dans d'autres domaines? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est probablement pas la solution miracle, dans le sens où on a David, notre fondateur, qui a eu cette idée-là pour résoudre ce problème. S'il a eu cette idée-là, alors qu'il n'est pas market maker professionnel, bien qu'il soit particulièrement doué, c'est probablement pas, en termes de pure probabilité, ça se trouve c'est la meilleure solution qui existe, mais la probabilité que ça soit exactement pile poil la meilleure solution qui existe est assez faible. Donc ça c'est super important à dire, c'est que nous on propose une évolution, ça ne veut pas dire qu'on propose le truc, la meilleure solution possible, etc. Ensuite, effectivement, donc c'est utilisé, ce système est utilisé par l'Infinity sur Solana. Donc sur Solana, c'est une autre plateforme. Et après, le fait d'avoir un oracle, c'est aussi utilisé par Dodo. Mais après, voilà, la façon dont eux ils l'ont codé est quand même assez différente. Il n'y a pas cette histoire de variation des fees en fonction de l'écart. Et globalement, Dodo est utilisé quasiment que pour du stable. Mais effectivement, on n'a pas du coup inventé ipso facto le fait de mettre un oracle dedans, quoi. Et, on a dû, en gros, on pense que on n'a pas eu l'idée tout seul comme ça dans notre coin, ce qui est plutôt rassurant en soi. Et du coup, effectivement, donc c'est déjà utilisé par d'autres protocoles sans qu'il y ait de problème majeur pour l'instant. Mais du coup, si je comprends bien, quand quelqu'un arrive sur Swap et veut faire un swap, grosso modo, le prix qui va lui être appliqué ne dépend pas du tout, il dépend d'abord de l'oracle sur lequel on va rajouter, je crois, un spread, un écart, grosso modo, qui va être des lié- frais, en fait. Des frais, en fait, vous allez juste mettre des frais qui vont... Donc vous partez du prix de l'oracle et vous rajoutez des frais pour inciter les swaps à se faire dans un sens ou dans l'autre, si je comprends bien, c'est ça? Alors voilà, en fait, il y a toute une variété de frais. Donc il y a... En fait, on part du prix de l'oracle. Ouais. Et après, selon... En fait, on a pour parler purement mathématiquement, en fait, à la base d'un AMM, si on prend Uniswap V1 et V2, on a une formule qui s'appelle XY égale K, qui en gros dit que la somme en valeur des deux assets, pour une pool qui a deux assets, est constante. Et ça définit à elle seule, elle va définir le prix de chacun des assets en fonction de la quantité d'assets qu'on a dans la pool. Donc ça, c'est une formule. Et en fait, cette formule, on s'aperçoit qu'elle, pour définir le prix global d'achat, on peut avoir le prix à un moment donné, mais si la personne achète une grosse quantité, on a une courbe. Et en fait, la personne va se décaler dans cette courbe en fonction de la quantité qu'elle veut acheter. Et du coup, déjà, on a quelque chose, une formule qui devient un peu plus compliquée, puisque ça va dépendre de x, y égale k, mais aussi de la quantité, donc de l'input que la personne met, donc la quantité qu'elle veut acheter. Sans parler de front running, sans parler de... Il y en a plusieurs qui veulent acheter en même temps, ça peut se compliquer un petit peu là-dessus. Et du coup, donc nous, on a aussi ça qui rentre pas mal en compte. Et du coup, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le slippage en plus. Mais dans ce slippage, on va rajouter des fees. On a aussi des fees de volatilité. Alors, cette notion de volatilité, cette notion de volatilité, elle vient des market makers professionnels. Okay. Parce qu'en fait, quand on a un marché
Donc j'avais pris l'exemple de Objective Cash Flow. J'en achète 50 000 en me disant je vais en vendre 25 000 et 20 000 et 5 000. Bah, quand la volatilité est élevée, en fait, ce travail de market maker est un peu compliqué. Ok. Ça se complique et du coup, nous, on va rajouter des fees selon la volatilité de façon à couvrir les risques du market maker. Donc en fait, on a 3 types de fees. On a les fees de base parce qu'on fait un service qui est d'échanger des cryptos. On a un fees de volatility qui permet de se couvrir d'un risque. Et on a les fees de slippage qui permet aussi de réduire le risque d'inventaire. Ok. Voilà, donc sachant que... Et oui, parce que donc là, risque d'inventaire, en fait, contrairement à un MM classique, les poules potentiellement pourraient vu qu'elles ne sont pas rééquilibrées par les arbitrageurs, comme dans un MM classique, les poules pourraient se retrouver complètement déséquilibrées. Et c'est via si j'ai bien compris, c'est via ces fees dynamiques ouais, que vous évitez ce risque d'inventaire où vous vous retrouvez avec un des assets qui... En fait, nous, on limite le risque d'arbitrage. Donc, ce qui est vachement important, c'est que dans l'impermanent loss, en fait, les pertes, c'est l'arbitrage. Donc, quand vous avez de l'impermanent loss, enfin, quand vous avez en fait, vous avez des assets dans votre pool, vous avez dans l'oracle, enfin dans un sexe à côté, vous avez le prix d'un des assets qui baisse. Et ben, il y a un arbitrageur qui va dire tiens, j'en ai acheté chez vous et je vais le revendre ailleurs. L'arbitrageur, il gagne de l'argent, il y a quelqu'un qui en perd. La personne qui en perd, c'est le fournisseur de liquidité. Le fait d'avoir des fees dynamiques, en fait, bah, nous, on va réduire l'avantage des arbitrageurs assez fortement. Et du coup, on va réduire les pertes qui sont associées. Okay. Tout simplement, en fait. Donc l'idée, en fait, c'est que dans un AMM classique, on a les users qui veulent un service, les LP qui fournissent la liquidité, les arbitrageurs qui définissent le prix, parce qu'en fait, c'est l'arbitrageur qui va définir le prix. Mais pour définir le prix, bah, il prend une sacrée grosse com, parce qu'en fait, il y a beaucoup de valeurs d'échange qui sont faites par des arbitrageurs. Et donc nous, en fait, l'idée, bah, c'est de... Quelque part, on remplace les arbitrageurs par les agrégateurs. C'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir le service de façon, on va dire, saine, elles vont faire ce rôle d'arbitrageur et donc définir le prix, puisqu'en fait, ils vont ramener le prix vers l'équilibre en ayant des fees extrêmement faibles. Et donc, du coup, ça fait ce rôle d'arbitrageur de ramener la poule vers le prix d'équilibre. Donc, via plusieurs petites transactions plutôt que des grosses transactions d'arbitrageur. Alors, il y a des questions. Il y a des questions, oui. Ouais, ma question, c'est donc, en variable externe du contrat, vous avez l'oracle, une variable externe. Est-ce que les fees, est-ce qu'il y a dans les 3 types de fees, est-ce qu'il y a un type de fees qui est dynamique par rapport à une autre variable externe, ou est-ce que c'est tout contenu dans le contrat lui-même, même les fees dynamiques, je parle. Est-ce que vous... Je sais pas, voilà. Est-ce que le contrat est la seule variable externe du contrat, ou est-ce que les fees ont besoin d'autres choses externes pour être dynamiques? Alors, je vais répéter la question, tu vas me dire si j'ai bien compris. La question, c'est est-ce qu'il y a une autre variable externe que le price feed de l'oracle dans les contrats, comme par exemple les fees dynamiques? Est-ce que les frais dynamiques viennent d'une variable externe au contrat? C'est ça, hein? Ou est-ce que c'est calculé en fait? C'est un algorithme interne au contrat. Alors, c'est une question qui est vachement intéressante. J'ai fait un petit préambule avant. Donc, j'avais parlé de David, qui était donc le fondateur au niveau technique de Swap. Et en fait, David, il a des bonnes idées, mais il s'est dit, je ne suis peut-être pas le seul à avoir des bonnes idées. Puis surtout, je ne suis pas market maker et je ne suis pas un chercheur en market making. Et du coup, en fait, chez Swap, on a embauché une équipe de chercheurs spécialisés en market maker. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est officiel, etc., mais il devrait y avoir des papiers de recherche qui vont sortir, mais avec un petit peu d'alpha pour Objective Cash Flow. C'est pour ça que vous êtes là. En gros, en fait, alors, je ne vais pas dire que c'est ce qui est montré, parce que dans la science, d'ailleurs, on n'est pas dans de la science, on est dans de la recherche. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous avez juste 2 contraintes comme l'inventaire d'assets, en fait, vous ne pouvez pas être efficace. Et que du coup, il faut une autre contrainte. Donc nous, on prend une contrainte extérieure qui est l'oracle. Donc ce que je disais, ça sous-tend ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas sûr à 100% que avoir l'oracle, c'est la meilleure solution.
Par contre, alors on n'est pas non plus sûr à 100% parce qu'on est encore dans la recherche et ça demande à être validé. Mais voilà, donc nous on est quasiment sûr qu'il faut autre chose. Et donc du coup, notre autre chose à nous, c'est l'Oracle. Et donc, en fait, dans l'Oracle, dans le code, ça va changer déjà les frais de volatilité parce que s'il y a beaucoup d'écart de prix dans le flux de l'Oracle, on va rajouter des frais de volatilité. Et après, l'Oracle va du coup contribuer sur les troisièmes frais. Donc il y a les frais de base, les frais de volatilité et troisième frais qui sont, on va dire, l'écart de slippage, donc le slippage dynamique. Donc effectivement, le prix de l'Oracle est inclus là-dedans puisqu'on a le décalage. Tout est calculé. Alors effectivement, ça fait beaucoup de frais parce que Pour un swap, je parle ici déjà, tu peux dire que déjà, mettons, quelqu'un qui veut acheter 10 000 Ethereum mais qui ne peut pas acheter. S'il achète, il perd avec des frais, donc du coup ça va lui coûter 10 fois plus cher avec l'Oracle. Donc là, la question, je répète. Donc du coup, lui, il va charger toutes les coûts de chez tout le monde. Donc du coup, il va avoir moins de frais. Et en plus de ça, chez Paraswap, vu que tu peux stacker du Paraswap, du coup, tu peux choper moins 75%, moins 50% sur tes frais. Comment tu peux arriver à avoir une concurrence Ouais, mais c'est... C'est pas exactement les mêmes frais. Donc, si je comprends bien, ton observation, c'est le fait qu'il y a beaucoup de niveaux de frais différents et que comment Swap va être compétitif, notamment via des agrégateurs comme Paraswap qui remboursent une partie des frais. Alors attention, Paraswap, les frais qui sont remboursés à hauteur de 75%, c'est les frais de réseau, c'est pas les frais de... Ouais, on parle pas du même type de frais. Je suis pas sûr. Voilà, on n'a pas répondu à la première question, par contre. Ouais. Grosso modo. Et donc les fees sont aussi basés sur le même Oracle. Ouais. En fait, tout est calculé à partir du price feed finalement. La volatilité, si je comprends bien, C'est ça en fait. Donc on a les frais de base qui sont très faibles. Et après, on a les frais de volatilité et de slippage dynamique qui, elles, dépendent effectivement de l'Oracle. Mais du même, il y a une source externe. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et du coup, pour répondre ça va peut-être répondre à ta question. Moi, la question que je me posais, c'est, on dit des frais très faibles, mais on parle de quel ordre? Sur Uniswap, on était à 0,3. Avec la V3, on est passé à 0,1 sur certaines pools, je crois, vous dites si je me trompe. Je ne sais plus Curve, Curve qui est réputé quand même pour avoir des frais très faibles. Je ne sais plus de quel ordre on est. 0,1 aussi, hein 0,1, 0,2 0,01 même. Ok. Est-ce que tu as une idée un peu des... Alors, parce que bon, on a grosso modo trois niveaux de frais, mais tout confondu, dans une période du coup de faible volatilité, parce que c'est là, si j'ai bien compris, que les frais sont les plus faibles. À quoi on peut s'attendre? moi, je suis scientifique, moi, je suis pas commercial. Bon. Ouais, je vais faire une réponse. Non, en fait, le truc, c'est qu'en fait, on a les frais de base qui sont extrêmement faibles, donc qui sont à 2,5 bips pour les financiers, c'est-à-dire 0,025%. Okay. Donc ça fait pas 0,1%, ça fait le quart, donc 0,025%. Okay. Donc ça, c'est les frais de base 4 fois moins qui vont. En fait, on pense que la majorité des swaps, et encore ça a démontré, parce qu'encore une fois, on n'a pas encore les agrégateurs qui sont là, donc on verra ça après. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des frais qui sont extrêmement faibles quand on est dans le bon sens. Ouais. Donc il faut vraiment avoir cette idée de, des fois on va être dans le bon ssens, des fois on va être dans le mauvais sens. Si on veut faire des swaps qui vont nous ramener vers l'équilibre souhaité par les assets initiaux. Donc du coup, en fait, on a des frais qui sont extrêmement faibles. Après, s'il y a de la volatilité, on va augmenter les frais effectivement parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir énormément de swaps perdants pour le coup s'il y a de la volatilité. Et effectivement, si on est à contre-courant, on va avoir des frais qui vont être plus élevés. Et effectivement, nous, on ne veut pas justement. C'est justement, on fait ces frais parce qu'on veut éviter d'avoir ces swaps. C'est que dans ces cas-là, finalement, les agrégateurs comme Paraswap que tu citais ne vont pas rediriger vers les pool swaps et vont plutôt aller choisir du Uniswap. Ah, mais c'est exactement ce qu'on veut. Pour éviter le risque d'inventaire, si j'ai bien compris. Alors, non, c'est exactement ça, ouais. Ok. Alors, on a une autre question ici. Il y a aussi une question là-bas que tu vois pas. Ah, ok. J'ai une question sur les oracles, justement. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous n'utilisez qu'un seul oracle. Est-ce que ça n'introduit pas une forme de point unique de défaillance? Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe si l'oracle en lui-même, s'il est
défaillant, Ok. qu'est-ce qui se passe pour soi? Ok. Je répète donc la question. La question, c'est si c'est que vous utilisez donc un seul oracle qui est Chainlink. Ouais. Ça pourrait donc potentiellement être un risque, un point de centralisation finalement. Et qu'est-ce qui se Unique de passe? défaillance. Voilà. Tu dis point unique de défaillance, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qui se passe si Chainlink est défaillant? Voilà, grosso modo. Alors si Chainlink est défaillant, Swap ce sera le moindre problème. Ouais. C'est vrai qu'il y aura c'est sûr. bien d'autres problèmes que Swap. Ouais. Ensuite, justement, Chainlink est conçu pour ne pas être centralisé. C'est justement un oracle décentralisé, de façon à ce que s'il y a, je sais pas moi, 30% des ordinateurs de Chainlink qui foirent, bah, c'est pas grave, ça continue à tourner. Donc ça, c'est le travail, on va dire, de Chainlink, et ils sont valorisés très cher justement là-dessus. Cela dit, effectivement, c'est pas forcément prouvé, comme The Graph n'est pas forcément prouvé que ça marche dans des conditions extrêmes, mais pour l'instant, ils tiennent. Pourquoi ne pas utiliser d'autres oracles aussi, deux autres oracles par exemple? Uniswap Je sais V3 pas si par ça exemple, existe. ça peut. Alors effectivement, donc il y a rien qui empêche, notamment dans la V2, d'utiliser d'autres oracles et de faire une moyenne des deux. C'est relativement une bonne approche. Je pense que sur Polygon, on avait aussi un problème de certaines complexités à avoir des oracles solides. Ensuite, on a aussi un problème de fréquence. Nous, on veut avoir relativement une bonne fréquence. Et puis après, l'idée, c'est quand même de montrer que ça marchait comme ça, avant, en plus de rajouter une complexité qui était d'aller faire des moyennes de prix, mais aussi de fréquence, puisqu'on a des frais de volatilité. Ça rendait la chose quand même assez compliquée. Et j'ai entendu V2 déjà, donc je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, mais il y a des choses dans les tuyaux. Et on avait, ça a répondu à ta question? Donc c'est possible que dans le futur, il y ait plus qu'un oracle. Voilà. Voilà. C'est Oui, possible tout que à dans fait. le futur, il y ait Après, plus qu'un oracle. c'est possible aussi que Chainlink soit suffisamment fiable pour que ça soit. Enfin, eux-mêmes, Chainlink est une agrégation de différents oracles Ouais. en théorie. Quoi. Ouais, mais maintenant, il y a aussi une polémique. Des comptes, Il y a une polémique autour des multicycles de Chainlink qui sont un peu faiblards. Et- Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus un problème politique que technique. Ouais, en fait, quelque C'est part. ça. Ouais. Il y a un petit problème sur Terra, ouais. Sinon, il y a un petit. On va dire que Chainlink a mis du temps quand même à donner les infos sur certaines plateformes. Ouais, c'est ça. Ouais, on dit que Chainlink a mis du temps. Je répète ce que tu dis pour la vidéo. Que Chainlink a mis du temps à fournir certaines infos au moment du crash de Terra Luna. Et ouais, c'est possible. Ah ouais, c'est sûr que non, mais je pense que c'est un point intéressant que tu soulèves, effectivement, mais je trouve ça plutôt rassurant d'entendre que vous envisagez d'autres solutions pour la V2. Et notamment, j'entends aussi des limitations liées à la rapidité des chaînes sur lesquelles vous êtes et à la disponibilité des oracles des chaînes sur lesquelles vous êtes. Et du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Swap Finance est live sur Polygon uniquement pour le moment, là, depuis 15 jours. Je ne sais pas s'il y a des projets d'ouverture à d'autres. C'est pas dans les tuyaux. C'est pas imminent. Ok. C'est pas imminent. Ouais. Et du coup, on avait une question ici. Donc, si on devait prendre un cas pratique, Ouais. Swap est efficient quand on est sur un cas de faible volatilité, on va avoir des frais faibles et au final du slippage qui est faible. En revanche, dans des cas de forte volatilité, on va avoir en plus une volatilité qui est très forte, des frais qui vont s'ajouter à ça, donc du coup une non-efficience complète de Swap. Donc l'idée c'est d'être super pertinent quand il n'y a pas de volatilité. Par contre, si jamais il y a de la volatilité, limiter en fait les échanges via l'introduction de ces différents frais. Alors, c'est pas Ah, forcément. Je répète Ouais, juste ouais. la. Je réfléchis à la réponse. C'est Voilà, très, ok. très bien. Donc la question c'était si je comprends bien, c'est que swap du coup est pertinent uniquement en cas de faible volatilité pour les gens qui veulent faire des swaps dans un sens, c'est ça, et perd tout son usage en cas de forte volatilité. Au vu d'une part de l'impermanent loss et d'autre part des frais du coup qui sont accumulés. Ouais, au vu d'une part de l'impermanent loss et des frais qui sont accumulés. Alors, donc là après, faudrait vraiment rentrer dans les trucs de financiers, assez évolués, de statistiques, de données et compagnie. Mais après, la compréhension que j'ai de la chose, c'est que qui dit forte volatilité, dit des prix un peu aléatoires un peu partout. Ce qui veut dire que par moment, ce sera, même en période de forte volatilité, malgré les frais qui vont être un peu plus élevés,
ça va être intéressant de prendre un trade chez Swap parce que le prix à côté sera décorrélé d'une certaine réalité. Et ouais. Donc du coup, en fait, l'idée c'est de un peu laisser passer l'orage et après d'être pertinent peut-être 2 secondes après ou 5 secondes après, quoi. Et ouais. Ouais, parce qu'on soit dans une période de grosse volatilité, potentiellement les arbitrageurs vont pas super bien faire leur taf sur d'autres DEX et du coup même avec des frais élevés, tu peux te retrouver compétitif et du coup régaler les LP au passage. Donc, Et après, autant que, enfin, si je me trompe pas, j'ai pas tous les chiffres et puis en plus il y a une certaine proportionnalité à la volatilité aussi au slippage dynamique, mais c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir des frais super élevés pour compenser ça, quoi, en proportion, quoi. Voilà. Après, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'idée c'est qu'effectivement on rajoute un petit peu de frais parce que si on n'a pas de frais, les market makers prennent plus de risques pour fournir un service dans lequel ils vont du coup être potentiellement plus perdants, mais il n'y a pas besoin d'énormément pour compenser ça. Après, voilà, sous réserve. En creusant un peu dans le Discord du projet, j'ai lu qu'il y avait eu des backtests qui avaient été faits, et ça va répondre aussi à un petit peu à l'autre question qui avait été posée. Alors c'est des backtests, du coup, ça reste de la théorie puisque ça a été fait avant que le projet soit live, et là le projet est live sans les arbitrageurs, donc il n'y a pas encore énormément de volume. Mais j'ai lu que du coup, l'impermanent loss serait réduit grosso modo sur une période donnée qui était, je ne sais plus, de 1 an et demi, quelque chose comme ça, serait réduite à 1% de perte grosso modo, contre sur la même période 28% sur des pools Uniswap V2, et que les frais sont moins chers dans 80% des cas. Ouais. Mais en fait, tout ce qui est backtesting, en fait, c'est complètement ouf. En fait, à chaque fois, on dit non, c'est pas vrai, attends, on va refaire parce que honnêtement, à chaque fois que je vois leur truc, moi, j'ai jamais fait, j'ai pas touché à ça, mais chaque fois que je les entends parler de ça, ils disent attends, on va recommencer. On est trop fort. Après, voilà, il faut attendre de voir maintenant que c'est live quand il y aura vraiment voilà, tout à fait. la Donc, vraie du coup, data, on se calme, quoi. Mais pour l'instant, effectivement, on se dit, oh là, on a peut-être un truc quand même. Et juste pour bien clarifier, quand tu nous parles des DEX agrégateurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un swap, tu vas le renvoyer vers un DEX agrégateur si jamais c'est pas intéressant chez soi, ou c'est inverse, l'intégration des DEX agrégateurs qui tiennent compte des pools de swap. Ça, j'ai pas très bien compris. Okay. Voilà, pas trop précis. Donc la question porte sur les agrégateurs de DEX. La question étant, est-ce que Swap va rediriger vers les agrégateurs quand le swap n'est pas intéressant via les pools internes de Swap, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, les agrégateurs qui vont utiliser les pools de Swap? Alors, ouais, donc ça, c'était justement des choses que j'ai réussi à bien clarifier dans l'équipe, parce qu'effectivement, ce n'était pas si évident que ça. En fait, il y a... Moi, ce que j'ai pris, en fait, cette notion-là, il y a l'agrégateur back-end et il y a l'agrégateur front-end. Donc l'agrégateur back-end, c'est que nous, on va devoir faire un travail pour pouvoir être intégré par Paraswap et par OneInch. Donc dans ces cas-là, vous allez chez Paraswap, vous allez chez OneInch, et vous allez, sans le savoir, utiliser Swap parce que les fees sont faibles et parce que le prix il est bien placé chez Swap. Donc ça, c'est ce que vous allez chez Paraswap, vous allez chez OneInch, il n'y a rien qui change, et, sauf qu'au lieu de passer par Orca, par Uniswap, vous passez par Swap Finance. Et après, il y a l'agrégateur front-end. Donc une fois qu'on est référencé chez Paraswap, eh bien, on va pouvoir, au lieu d'utiliser mon beau code que j'ai fait avec beaucoup d'amour, on va pouvoir utiliser le SDK de Paraswap ou de OneInch. Et donc vous avez la même vue que l'application actuelle, sauf que dedans, il y a un petit bout de code de JavaScript qui va dire va chercher le meilleur prix sur tout un réseau plutôt que va chercher le prix de la pool de Swap. Donc en fait, les deux, hein, grosso modo. Et donc du coup, on peut faire les deux, mais après, ce qui est intéressant dans cette partie front-end, c'est que si nous, en fait, on a une pool avec de l'Ethereum, du DAI et du BTC, puis une pool avec de l'Ethereum et du BTC, puis une pool avec du BTC et du Matic, mais en fait, pour trouver le meilleur prix de l'Ethereum, sur quelle pool on va aller chercher? Est-ce qu'on va découper en deux, en trois? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du smart routing. S'il vous plaît, merci. Attention, hein, j'étais prof, je vous rappelle, donc ceux qui discutent... Le carnet de liaison, là, les gars. Voilà. Pas de burger. Donc ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle le smart routing. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher dans toutes les pools ce qui va être le plus cher, ou le moins cher, le plus intéressant. Et donc ça, coder, c'est un peu pénible. Et du coup, le fait d'utiliser Paraswap ou OneInch, ils vont le faire pour nous. Donc nous, en fait, on n'a pas besoin de coder ça. Et du coup, ça fait un contrat en moins
Ça fait du travail en moins, des risques en moins pour les utilisateurs. Et en plus, c'est plus pertinent que si c'est nous qui l'avions fait parce qu'on n'a pas forcément plus de valeur qu'eux là-dessus. Ouais, c'est leur métier. Et donc là, c'est vraiment l'intérêt de la composabilité, encore une fois. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais alors, du coup, un petit follow-up. Mais alors, du coup, pourquoi passer tout court par le front-end de Swap Finance si quelque part on nous propose le même service que sur OneInch par exemple? Alors très clairement, nous, notre valeur, elle n'est pas dans le front-end pour swapper. On n'a aucune pertinence à dire que 80% des gens sur la DeFi vont aller sur Swap Finance pour faire un trade. Ok. On ne tape pas là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, Swap Finance va vraiment commencer quand on sera intégré avec les agrégateurs, de façon à ce que plein de gens l'utilisent. Et là, du coup, s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la pool, s'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la pool, on pense qu'il y aura beaucoup de fees, donc du coup beaucoup d'APR dans la pool. Et du coup, alors, complet disclaimer, ceci n'est pas un conseil, hein. Mais moi personnellement, je vais mettre de l'argent dans la pool parce que je me dis, quand on va être intégré avec Paraswap, etc., ça risque de bien booster. Mais alors, on n'est pas du tout dans de la pub. C'est vraiment juste mon truc personnel. Effectivement, je me dis, ce sera le bon moment puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'argent dans la pool et potentiellement tous les agrégateurs vont. Enfin, l'agrégateur va booster pas mal, quoi. Je ne sais pas si ça répond à tout. Une question. J'ai une question sur les possibilités de se faire front-run par des bots sur la pool, parce que finalement, les price feeds sont habilités pas non plus à chaque bloc. Enfin, je sais, il me semble que c'est pas à chaque bloc. Hein. Ouais, du coup, ouais, Attends, ça va dit. Donc, Alors, la fais question. la question peut-être, non? Parce que Ouais. Ouais, et du coup, moi j'avais vachement regardé le white paper de l'Infinity. J'ai l'impression qu'on est vraiment complètement à peu près dans le même style d'intégration. Je ne connaissais pas du tout le projet. Et c'est vrai qu'eux, ils avaient résolu un peu ce problème-là du front-running par le fait qu'ils utilisent un oracle qui publie les prix dans le bloc et que en fait, ça empêche les bots ou les arbitrageurs de venir faire passer, on va dire, une offre d'arbitrage dans le même bloc avant un truc. C'est le smart contract a déjà le prix au moment où il va s'exécuter. J'avais vu ça, je trouvais que c'était assez pertinent sur ce plan. Et là, comme on a un décalage de plusieurs secondes, est-ce qu'on n'a pas quand même des risques d'avoir des bots qui vont venir faire le forcing sur le. Je répète la question. Du coup, la question porte sur le front-running et qui est notamment facilité par le fait d'utiliser un oracle avec un décalage potentiel de plusieurs secondes ou au moins d'un bloc, quoi, c'est ça? Et tu mentionnais notamment le fait que l'Infinity, qui est grosso modo le concurrent sur Solana, faut-il le mentionner du coup? Je ne sais pas. Je te taquine, je sais. Mais qui avait trouvé une solution en utilisant un oracle qui publiait du coup le price feed directement dans le bloc et ça ne laisse pas le temps au front-runner de le faire. Donc est-ce que là il y a quelque chose qui a été envisagé pour éviter ce genre de… Alors ouais, donc du coup, effectivement, ça a été deux gros soucis en fait. C'est le front-running et le MEV. Donc le MEV, c'est l'action dans un bloc de réordonner les blocs en se disant tiens, je vais pouvoir gagner de l'argent parce que je vais placer. On a 500 transactions legit, on en dégage une, personne ne le saura, il ira dans le bloc d'après et je mets la mienne au bon endroit pour pouvoir aller gratter des sous. C'est un des problèmes de la blockchain, mais c'est quand on pense vraiment théorie de l'information décentralisée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher et qui n'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que le fait d'avoir découpé en blocs dans lequel on met des transactions permet de décentraliser à l'infini sur la planète, là où on ne pourrait pas le faire avec la même efficience de façon décentralisée en tout cas. Donc, du coup, donc, du front-running, effectivement, on ne peut pas complètement annuler. L'arbitrage, on ne peut pas complètement annuler. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu d'impermanent loss. Donc nous, on prévoit qu'il y ait un peu d'arbitrage, on prévoit qu'il y ait un peu d'impermanent loss, mais on prévoit en fait que le décalage entre le prix de l'oracle et le prix auquel l'oracle peut s'activer va être suffisamment faible pour que ça soit beaucoup moins important qu'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, l'impermanent loss est lié aux arbitreurs. Si vous limitez le pouvoir des arbitreurs, vous limitez l'impermanent loss, mais nous, on n'a pas la solution pour l'effacer complètement.
à moins du coup de faire un sexe, et sans vouloir revenir sur Solana. Mais voilà. Est-ce que du coup, sur le... D'accord. Ok. Ouais, j'ai compris ta réponse quand tu reparlais des arbitrageurs, mais là, pas sur le front-run par contre. Mais je sais pas si. Ouais. Est-ce que sur les backtesting qu'il y a pu avoir, ces actions d'arbitrageurs, elles ont été prises en compte ou pas? On n'a pas pu tout prendre en compte. Voilà. Donc ça, je sais pas, je pense D'accord. pas qu'on puisse Parce que- simuler du front-running effectivement, quoi. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Ça existe sur tous les protocoles, notamment. Ça fait, ça faisait partie des choses. Encore une fois, moi, je n'ai pas fait la partie Solidity, etc. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails à fond là-dessus. Je sais que le front running et le MEV a été un des gros sujets. La raison d'ailleurs pour laquelle on ne peut pas aller trop loin dans le décalage des prix, c'est notamment pour éviter, alors je ne sais plus si c'était le front running ou le MEV, mais au moins un des deux. Il y a aussi l'histoire de just-in-time liquidity, qui est un vrai sujet, qui a été aussi traité notamment avec... Donc en fait, l'idée c'est qu'en fait on bloque la pool, on bloque les swaps dans la pool, et donc du coup les entrées un certain type d'entrée dans la pool, si jamais en fait le prix spot est décalé par rapport au prix de au prix de l'oracle. C'est-à-dire donc si en fait on a trop de gens qui ont swappé dans une direction, on bloque en fait les swaps. Alors on ne bloque pas le withdraw, je vous rassure tout de suite. Vous pourrez sortir vos sous, mais par contre effectivement on empêche le fait de swapper. Et donc notamment c'est pour éviter le just-in-time liquidity, pour éviter que les gens fassent des choses un peu méchantes en rajoutant des liquidités au bon moment. C'est aussi lié, je crois, au front running, mais là encore une fois je ne suis pas le mieux placé pour répondre là-dessus. C'est une action manuelle ça ou... Non, c'est automatisé, c'est dans le code. C'est vérifiable Toujours dans le avec code. le même oracle. Toujours avec Ouais. seulement vous avez les deux valeurs dans l'oracle. La valeur spot et la valeur... En fait, ce que j'appelle la valeur spot, ce serait la valeur XY égale K à l'ancienne. Donc c'est une valeur qui... En fait, quand on parle de prix, je ne vais pas trop partir là-dessus, quoi. Mais en fait, ce qu'on appelle le prix d'une chose, c'est quelque chose qui est très dépendant de qui met le prix. C'est pour ça que je parle de spot price. Mais voilà, un prix, en fait, c'est quelque chose qui est... Donc le spot c'est l'oracle. Non, Ah, c'est ça c'est le le spot, c'est le prix sur la courbe, voilà, en fonction des assets. Ok. Juste Encore une pour finir, question donc, sur Ouais. ce sujet-là, donc là tu as parlé de comment vous réglez le problème, vous essayez de traiter le problème de front running. Et donc l'autre problème que tu as cité de réordonner en fait les transactions dans un bloc pour tirer profit du fait qu'ils soient bien ordonnés. Comment est-ce que vous réglez ce problème ou vous essayez de le régler en tout cas? Donc la question, c'est du coup comment vous essayez de régler le problème que tu as cité tout à l'heure, des mineurs qui réorganisent les transactions pour arriver à caler leurs propres transactions au détriment de celles qui ont été passées par les Je ne pourrais pas le dire en détail là-dessus. Donc en gros, le problème, c'est imaginer que vous ayez un gros trade qui arrive avec beaucoup de fees. Vous pouvez vous dire, ok, je vais mettre 500 000 $ dans la pool. Voilà, on est dans du technique, hein, mais je sais que ici on est friand de ça. Donc désolé pour ceux qui écoutent un podcast de DeFi pour la première fois. Mais c'est pas grave, ils iront faire des recherches et puis ils vont apprendre des choses. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui fait un énorme trade. Le trade, il arrive dans le réseau sur Internet. Et du coup, il y a un des mineurs, ou bien des validateurs, plutôt, puisqu'on est sur Polygon, qui récupère cette information. Et il récupère des milliers d'informations de ce genre. Donc des gens qui veulent faire des petits trades, des gens qui veulent faire des gros trades. Il peut très bien se dire, tiens, on a plein de gros trades qui vont dans le même sens. Du coup, si beaucoup de gens veulent acheter beaucoup de choses, veulent acheter la même chose, le prix il va augmenter. Et du coup, en fait aussi, on va avoir beaucoup de fees, puisqu'il y a beaucoup de trades. Donc du coup, en fait, quelqu'un de malin, il dirait, ok, on va prendre tous les trades qui vont dans un sens. Je vais mettre beaucoup de liquidités à moi. Genre, tiens, j'ai 500 000. Je vais mettre 500 000 $ dans le pool. Plein de trades qui arrivent. Juste après, je retire mes 500 000 $. Et donc, du coup, en fait, en une seconde, je récupère les fees qui correspondent à tous ces trades-là. Et Préciser tout ça donc dans un bloc. voilà, dans un bloc. Donc, en 2 secondes sur Polygon, si le bloc dure 2 secondes.
Et du coup, en fait, j'ai utilisé mes 500 000 $ pour récupérer un maximum de temps en un temps fini. Et sachant qu'il y a une centaine de validateurs sur Polygon et que peut-être que ce validateur-là, il a 5% de chance de miner le truc, il a 5% de chance de valider ce bloc-là et donc de récupérer un profit en fonction de sa liquidité qui est du coup extrêmement efficace. Et donc ça, on n'aime pas trop. Mais c'est complètement légal, ça se passe très bien dans tous les AMM aujourd'hui. Et du coup, on avait une astuce là-dessus qui, alors je sais pas, alors, je dis peut-être une grosse bêtise, donc là il faut regarder dans le code, mais en gros l'idée c'était de dire, de bloquer en fait la sortie de liquidité pendant X blocs. Et donc ça, ça permet de mitiger énormément ça, le risque, de façon à ce que la personne qui fait cette action, elle ait finalement trop de risques par rapport au gain qui est consenti. Et donc ça, c'est quelque chose qui est optionnel. Donc quand vous allez... Donc, comme on a un protocole open source, n'importe qui peut cloner Swap. Et n'importe qui va pouvoir créer une pool. Et donc sur la pool, on va pouvoir activer cette option ou pas. Et alors, est-ce qu'elle est activée dans la pool qui est déployée? Je n'en sais strictement rien. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne crois pas parce qu'on en avait parlé avec les auditeurs. Et ils avaient l'air de dire que tout mis ensemble avec l'histoire de ne pas pouvoir décaler de 2%, ça avait l'air de résoudre pas mal de problèmes. Et du coup, que le risque était largement acceptable. Mais je sais que le risque a été considéré comme largement acceptable, même en ne mettant pas l'option, mais je ne saurais pas vous dire si on a mis l'option en place. En tout cas, dans le code, quand vous avez déployé votre pool, vous pouvez dire bon, moi, je ne veux pas de MEV. Supposons que ça devient un problème systémique. Il suffit de bloquer l'extraction de la liquidité pendant un bloc ou deux après qu'elle aurait été. Ouais, je crois que c'est 2 ou 3, je crois plutôt. Je crois que c'est 2 ou 3. Tu ne peux pas apporter la liquidité et la ressortir dans le même bloc. Il y a voilà. au moins 2-3 blocs. Et du coup, tu vas pouvoir te faire toi-même taper dessus. Alors, il y a des histoires d'attaque sandwich. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers, encore une fois, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Et donc, en fait, il y a des histoires de... en fait, il y avait quelqu'un qui faisait ça, des MEV. Tu rentres et tu sors en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait réussi à piéger ça, et ça s'appelle attaque sandwich. Vous faites des recherches, et du coup, il y avait un mec qui avait gagné énormément d'argent, parce qu'il avait repéré ce pattern. Et du coup, il a fait un truc qui a contré ça. Alors, je sais plus exactement comment, mais il a attaqué l'attaqueur. C'est partout, c'est ce qu'on appelle la MEV, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, la MEV, c'est le fait de miner, mais l'attaque sandwich, c'est le fait de contrer le MEV. Mais je dis peut-être des bêtises encore une fois, parce pour que moi, c'est pas mon domaine MEV, d'expertise. c'est des attaques sandwich, mais tu as effectivement des mecs qui s'amusent à piéger les c'est peut-être ça, ouais. les front-runners. Ouais. Il y a encore une question, parce qu'on ne va pas tarder à clôturer. Ouais, après, moi, j'ai peut-être 2-3 trucs. Moi, je voulais juste faire un petit retour, parce que j'ai du coup testé le protocole là, depuis que ça s'est lancé. Et je suis allé voir là aujourd'hui si effectivement j'avais eu l'impermanent loss ou pas. Et donc je voulais vous partager ça. Je suis rentré il y a 13 jours avec un équivalent en dollars de 1140 $. Aujourd'hui, le marché a évolué, ça vaut 1114 $. Mais si j'avais holdé la quantité d'assets que j'ai mise initialement, je ne rentre pas dans les détails des quantités que j'ai aujourd'hui, machin, tout ça, mais si j'avais holdé la quantité d'assets que j'avais mise initialement avec la variation du marché, aujourd'hui, je n'aurais pas 1114 $, mais 1110 $. Donc en 13 jours, finalement, alors j'ai peut-être collecté un peu de frais, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas énorme, il n'y a pas énormément de volume. Et en fait, on est sur du 10 ou 15%. Hein, en tout cas, le front parle de 4% là, mais je ne sais pas sur alors, la valeur qui est sur le front, c'est du daily. Qui fait le front. La valeur qui est sur le front, c'est écrit. Okay. C'est du daily. En plus, c'est même pas écrit daily APR. Okay. Donc en fait, ça dépend du jour. Et en fait, donc là, on a fait des calculs récemment sur les. Donc s'il a été écoulé, on est entre 10 et 15%, je ne sais plus exactement. Ah ouais, ok, sympa. Donc les 4 $, c'est peut-être des frais en fait. Ouais, alors ça peut être des frais, mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, là, sur 13 jours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait 150 divisé par 10, ouais, tu as à peu près 10 $ de frais. Ok. Des calculs vite fait comme ça correspond quoi. J'ai pas essayé de faire le calcul. Mais... Tu as dit que la valeur de l'APR, c'est du
daily qui a un swap. Ce qui est écrit, ouais, parce qu'en fait, du coup, sur le front, ça a oscillé entre 20% et. Si c'est 20% daily, non, c'est pas possible. Non, je veux dire, c'est le rendement annuel, mais du jour, des voilà. frais du jour. Selon les frais du jour et le volume du Les frais jour, du effectivement, si ça continue pareil. Si ça continue pareil, sur un an, j'aurai le temps. Voilà, donc du coup, en fait, ça veut dire que c'est carrément pas clair et qu'il faut qu'on change ça, quoi. C'est un APR, donc un APR, c'est annuel de toute façon. Ouais, mais ça dépend de quand tu rentres. Ça dépend de quand tu es rentré. Tu le calcules sur quelle période de frais collectés en fait? C'est ça la... En fait, l'APR, sur le front, l'APR de quelqu'un qui est rentré il y a 6 mois n'est pas le même que quelqu'un qui est rentré il y a 2 semaines. Donc, selon l'historique qu'il a eu avant, donc c'est un faire. On n'a pas en fait, on va faire un APR moyenné sur un mois, un truc du genre, quoi. Ce serait bien d'avoir une sorte de dashboard, je pense. Ouais. Ça c'est dans les tuyaux. Quand on aura un développeur front compétent et qui a plus de temps. Alors on a encore une question, ouais, Kevin? Est-ce qu'il y a une projection d'installer un concept de token autour du One token. One token. One token. On va revenir à ce qu'on et si oui, est-ce qu'il y a déjà des réflexions autour du fonctionnement? Parce que souvent sur les AMM, on va avoir des incentives sur le dépôt. Je parlais tout à l'heure encore de Lifinity, je sais que eux, leur délire, c'est pas forcément du tout ça, c'est plutôt que le fait d'avoir vendu leur token leur a permis d'avoir, on va dire, une mise initiale, et eux, au fur et à mesure, ils rachètent les liquidités pour eux-mêmes devenir arbitrageurs et en fait générer des fees par le fait qu'ils font eux-mêmes leur arbitrage. Et on parle de ça, à terme, éviter aussi d'être clonés comme Uniswap, etc., parce qu'ils posséderont leur propre liquidité sur leur propre pool. Il y a déjà eu des réflexions autour d'un futur token, et est-ce que ça sera de la définitive comme on connaît de façon un peu plus classique avec la distribution? Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un token de prévu et est-ce qu'il y a un peu une idée de tokenomique autour de ce token? Alors, il y a un token qui est prévu, ça c'est clair. Probablement pour l'automne. Et après, ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il y aura un peu de liquidity mining, mais clairement pas des trucs délirants. Ce sera vraiment. En fait, si on a un APR à 5%, du coup, si on a un liquidity mining qui fait monter à 7 ou 8% pour un truc qui n'est pas trop risqué, 8% de rendement pour un truc pas trop risqué, ça nous va très bien, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment pas de faire des trucs délirants. Et après, c'était quoi l'autre truc? L'utilisation du token. Là, j'ai pas de truc. Voilà. Moi, je suppose que ça permettrait de stacker et de collecter les fees, mais je absolument pas certain là-dessus. Et voilà. Je sais qu'on avait parlé d'arbitrage, de s'auto-arbitrager. Et d'ailleurs, on le fait, parce que comme il y a des gens qui swappent un peu, on ne sait pas trop pourquoi. Du coup, on a notre pool qui n'est pas très balancé dans le bon sens. Donc, notamment, en fait, on a beaucoup trop d'USDC. En fait, les gens, ils viennent avec beaucoup trop d'USDC. Et du coup, quand ils vont dans la pool, enfin, je sais pas, il y a trop d'USDC. Donc, du coup, on a gagné à peu près $50 à s'auto-arbitrager parce que sinon, c'était bloqué, quoi. On a un système qui bloque quand on est trop loin du prix de l'oracle. Et du coup, en fait, on était obligé de s'arbitrager. Donc, on l'a fait à la main. Donc, je vais peut-être faire un bot. Mais... Je pense que c'est parce que c'est plus facile d'amener de l'USDC sur le réseau de oui, clairement, Polygon que d'amener du BTC. Ouais. Le DH, Et plus chiant. pour faire un peu de spéculation autour du token, il me semble avoir lu que Julien Bouteloup avait investi relativement tôt dans le projet. Ouais. Et que lui, il travaille beaucoup sur les VE tokenomiques. On avait d'ailleurs fait un meet-up avec Jean Brasse au sujet de StakeDAO et des liquid lockers. Alors, est-ce que du coup, on va aller vers un modèle comme ça? J'ai posé la question, on m'a mis 2 petits yeux qui louchent en réponse. Peut-être. Dans le Discord? Dans le Discord. Je fais la même. J'ai pas de réponse plus précise que... Tu nous fais les yeux qui louchent? Putain, j'enlève mes lunettes. Donc le contrat, si ça slip trop dans un sens, en fait, il va être bloqué. Et vous, votre seul moyen de débloquer, c'est de rajouter de la liquidité pour redébloquer le contrat. Mais par contre, on peut toujours withdraw pendant que le contrat est bloqué, c'est ça? Alors nous, notre truc, c'est que c'est pas... Enfin, excusez-moi, pareil, je répète, parce que je ne sais pas si les micros captent bien les questions. Il faudrait que j'ai un troisième, qu'on fasse tourner ou quoi. Mais donc la question, c'est le contrat bloque. Si jamais on atteint une certaine limite dans un sens, on peut toujours sortir ses liquidités
C'est ça. Est-ce que le contrat est bloqué? La seule façon de le débloquer, donc c'est vous qui rapportez de la Voilà. liquidité dans le contrat. Ok, Par contre, pendant qu'il est bloqué, on peut quand même sortir. voilà. C'est le cas, enfin, c'est une question. Alors attention, je répète vraiment, cette notion de bloquer, ça va être une aubaine pour les gens qui sont sur Paraswap et OneInch. C'est-à-dire que nous, on ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va aller sur le front de swap pour faire des swaps. Mais par contre, si le contrat est bloqué, ça veut dire que vous avez 2% d'incentive, vous avez un prix qui est plus bas de 2% que l'Oracle. Donc du coup, il y a plein de gens sur Paraswap, normalement, qui vont venir et qui vont récupérer ne serait-ce que ce 2%, et en plus avec des fees à zéro. Donc l'idée, c'est que ça ne soit pas bloqué. Et après, quand on parle de ça, bloquer, c'est exactement. voilà, c'est vraiment bloqué dans un sens, de façon à ne pas, en gros, pour protéger les gens qui font un swap, qui ne fassent pas n'importe quoi. C'est pas qu'il y a beaucoup de monde qui fait n'importe quoi dans la DeFi, mais s'ils pouvaient éviter de trop faire n'importe quoi ou de se tromper d'un chiffre, quelque part, voilà, ça évite en fait de payer trop cher un truc qu'on peut trouver moins cher ailleurs. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Et après, voilà, donc dans l'autre sens, ça marchera très bien. Et en plus, vous allez avoir 2% de rabais. Et après, oui, vous pouvez complètement withdraw. Là, il y a zéro souci. Bloquer juste l'échange. C'est dans un sens. On bloque l'échange dans un sens, point barre. Ça s'arrête là. Et c'est dans le bien de la personne qui l'utilise. C'est un petit peu la mission de Swap initiale, hein, c'est de rendre les choses correctes pour utiliser la DeFi correctement, pour favoriser son adoption. Et d'ailleurs, un des problèmes dans l'adoption, le fait qu'on ait de l'impermanent loss, c'est un gros frein dans l'adoption, puisque je ne veux pas dire que ceux qui font LP, ils font ça un peu... c'est pas la meilleure idée en fait de faire LP aujourd'hui, parce que vous avez très peu de rendement, voire des rendements négatifs. La plupart des pools sur Uniswap sont perdantes. Et en plus, vous prenez un énorme risque pour gagner pas grand-chose, à part des rewards. C'est-à-dire que si vous arrêtez le liquidity mining, il n'y a aucun reward. Donc, c'est un petit peu du printing money. À moins d'être un pro et d'utiliser Uniswap V3, Et ouais, mais vous rajoutez ça redevient un métier, quoi. Alors, le truc, c'est que les concentrations de liquidité, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est. On va peut-être pas. Mais bon, ouais. Mais en gros, c'est rajouter un risque, en fait. C'est... En fait, vous mettez de l'argent dans une bande, et si vous sortez de la bande, vous avez un seul token. Donc en fait, vous avez toute l'impermanent loss. Donc en fait, vous avez du leverage. Vous collectez des fees sur une bande, mais vous ne collectez plus rien si vous sortez de la bande, et en plus, vous avez tout perdu dans le token qui est intéressant. Donc autant dire que c'est du leverage, donc c'est plus de risque. Peut-être plus de gains, mais plus de risque. Et nous, ce qu'on veut, c'est risque moyen, gain moyen. Et du coup, voilà, on a tous ces trucs qui sont en place. Alors, encore une question. Et après, on va peut-être s'arrêter là, parce que je crois que tu voulais rajouter 2-3 mots. Ou c'était... Du coup, je pense que j'ai... Ouais. Ok, du coup, tu les as. L'intégration à OneInch, en termes de roadmap, c'est prévu pour bientôt, parce que clairement, c'est ce qui peut faire décoller le projet au final. Ah bah c'est... Quand est prévue l'intégration dans OneInch? Enfin, OneInch, Et pas Paraswap. Donc c'est clairement le travail du moment. Donc OneInch, c'est simple, il n'y a rien à faire. À part les appeler pour vérifier qu'ils fassent le travail. Mais en gros, on leur a donné le contrat, ils intègrent le contrat dans leur code. Et c'est straightforward. Et Paraswap, ils ont un peu changé leur politique. On doit recoder le contrat en TypeScript. Et donc du coup, là, on est un peu du coup les trois monopolisés là-dessus. Donc là, pour l'instant, on transforme le code Solidity en TypeScript. Après, moi, je vais vérifier que c'est correctement fait. Mais après, du coup, on l'envoie à Paraswap, ils nous font des retours, on recode. Mais très clairement, c'est clairement identifié. Il faut qu'on soit avec les agrégateurs, sinon ça ne marchera pas, quoi. Et du coup, quand là Ça dépend de OneInch, ça dépend de Paraswap. Tu as une question? Vous avez combien de TVL à peu près sur Swap Finance? Combien il y a TVL sur Swap Finance à l'heure actuelle? Je crois Pour 200. idée, quoi, pour voir. Il me semble avoir vu 270 000 $ tout à l'heure. Je t'ai mis si je me Il y trompe. avait 300 000 il n'y a pas longtemps, mais après, je sais Il y a pas qu'une si... seule pool, c'est ça? Il n'y a qu'une pool WBDC, ETH, USDC, j'imagine. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Donc ça. ouais, il y a une seule pool pour l'instant. Enfin, on est vraiment, en fait, tant qu'il n'y a pas les agrégateurs, le truc est un peu... Alors déjà, en plus, si on a plusieurs pools, ça voudrait dire que si on veut faire des swaps, il faut aller chercher dans quel pool on va aller. Donc si par exemple, tu as de l'Ether dans deux pools, du coup, dans quel pool c'est le plus intéressant de faire le swap? Et nous, on n'a pas envie de se prendre la tête, alors que Paraswap ou OneInch peut très bien le faire. Donc on a notre pool, on attend d'être intégré avec un agrégateur, et après, on bosse sérieusement, quoi, une fois Et qu'on a... une dernière question, vous êtes combien à bosser chez Swap Finance? Combien êtes-vous dans l'équipe de Swap Finance? Alors on est 4 à plein temps, plus un stagiaire assez long terme.
Donc on est 3 développeurs et C'est un shareholder. voilà. Et vous êtes tous l'équipe est entièrement française? Ouais, alors non, il y a un Libanais qui vit à Paris maintenant. Ok. Et puis il y a 4 Français, ouais. Ok. Donc en gros, il y en a un le financier qui était chez Boston Consulting Group, le dev qui était chez Zenly, je ne sais plus exactement le nom, ça s'était fait racheter par concurrent de Facebook, Twitter et compagnie, je ne sais plus. Bon bref, un gros GAFAM on va dire, ou un petit GAFAM. Et il y a quelqu'un qui a Sciences Po dans la partie business. Et Christian, il a Super Aéreo, il a fait Super Aéreo, il a gagné un concours au Hackathon Chainlink, justement. C'est pour ça qu'on l'a pris. Et voilà, moi j'étais freelance depuis 10 ans chez TopTal. Non, depuis 3 ans chez TopTal. Freelance depuis 10 ans. Ok, super. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je sais que les burgers arrivent d'ici quelques minutes, sauf pour vous qui nous regardez. Et, du coup, merci Nico. Merci à tous pour votre participation. Je mettrai les liens vers le projet sous la vidéo sur YouTube. Et puis j'avais dû les mettre, je pense, dans l'event Meetup. Merci à tous de nous avoir regardés. Et puis, du coup, à une prochaine pour un prochain Meetup. Hop.